Donc, je me présente, je suis Jérôme Lafitte, je suis chargé de mission faune au Parc national des Pyrénées. Et on va faire cette présentation à deux voix. Je suis aujourd'hui accompagné de Lohan Arguel. Bon, il se présentera après au fil de la présentation. Donc, comme l'a dit Eric, l'idée c'est de faire un petit focus sur le déselement des Pyrénées. Donc, ce matin, on a vu la problématique de la ressource en eau, de la fonctionnalité des milieux. Là, l'idée c'est de basculer sur le volet espèces. Et rien de mieux que le déselement des Pyrénées, qui est quand même l'emblème de nos cours d'eau pyrénéens. Donc, l'idée, c'est de faire l'état des populations et de vous présenter quelques actions de connaissance engagées pour la conservation de l'espèce. Tout d'abord, le déselement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le rat trompette, on le voit, il ressemble en fait, il fait partie de la famille des taupes. Et il a une allure de rat avec une grande queue. Par contre, il a une trompe très caractéristique. C'est pour ça qu'on l'appelle communément le rat trompette. Et c'est un enjeu de conservation énorme pour nous. C'est une espèce... Oui. Je me mets là? Oui. Ok. Ah, dans la lumière. Okay. Donc c'est une espèce qui, comme vous le savez peut-être, une espèce endémique des Pyrénées. Une espèce qui est semi-aquatique, qui est principalement active la nuit, mais qu'on voit aussi active en journée. Et par contre, c'est une espèce qu'on va qualifier de cryptique, difficile à suivre, et qui a été découverte tardivement en 1811, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il y a encore beaucoup de zones floues, méconnues de la biologie de l'espèce. Le déselement des Pyrénées, c'est une espèce qui fait l'objet d'un PNA, un plan national d'action sur la période 2021-2030, et c'est un PNA qui est animé par le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie. Je l'ai dit, le déselement est une espèce endémique du quart nord-ouest de la péninsule ibérique. Là, on voit les tendances à la raréfaction de l'espèce. L'idée, c'est de voir chez nous, côté français, quel est l'état de la population. Le déselement, il faut savoir qu'en 2010, c'est à partir de là que les choses se sont structurées avec le lancement du premier PNA en faveur de l'espèce. Dans les années 90, il y a un précurseur qui s'appelle Alain Bertrand qui avait fait des prospections à l'échelle même des Pyrénées. Il avait établi une première carte de répartition de l'espèce. Et en 2010, l'État lance le premier PNA. Les différentes structures et associations se forment. Et un inventaire massif est lancé à l'échelle des Pyrénées. Un point correspond à une prospection de 500 mètres de cours d'eau. Donc c'est plus de 2300 qui ont été prospectés de 2010 à 2015. Et si on regarde un peu les résultats, donc en vert la détection, en noir la non-détection, on se rend compte qu'en fait, il y a quand même un vrai souci, notamment à l'ouest des Pyrénées, avec une espèce qui affiche de grosses tendances à la régression. Anaïs Charbonnel, au cours de sa thèse en 2015, estimait que son aire de répartition avait diminué de au moins 50% sur les 25 dernières années. Donc c'est absolument énorme. Et sur le territoire du parc, il faut savoir que c'était un peu plus marqué même, on était autour de 60%. Tout ça fait que le statut de conservation du déselement a été reclassé en 2021 par l'UICN et aujourd'hui il est considéré comme en danger d'extinction au niveau mondial. Donc une espèce qui fait l'objet de fortes préoccupations. Donc voilà, la question c'est quelle est la situation actuelle du déselement et notamment en France et notamment sur le territoire du parc. Donc ce travail, donc là je vais vous présenter le travail d'actualisation de la carte de répartition qui est engagée. On est donc dans le cadre du PNA 2 qui a été amorcé en 2021 et le territoire pyrénéen a été découpé en zones hydrographiques. C'est ce que vous voyez en bas à droite. Comment ça marche ça? Tac. Avec des zones noires et des zones grises. Les zones noires, c'est des zones où on considère l'espèce encore présente. Les zones grises, c'est, on va dire, les zones hydrographiques de présence historique de l'espèce. Donc on voit qu'il y a un vrai phénomène, un vrai marqueur et un gradient ouest-est des Pyrénées. Cette carte-là, la carte de répartition, en fait, il faut savoir qu'elle sert aussi comme outil de gestion. C'est la carte qui fait référence pour les services de l'État, notamment les DDT. Quand il y a des travaux en rivière ou des activités qui sont instruites, on regarde si on est en zone grise ou en zone noire et en fonction, les prescriptions qui seront fournies aux pétitionnaires seront adaptées pour préserver l'espèce et son habitat. Donc il y a un gros enjeu à actualiser la carte de répartition du déselement, on va dire 10 ans après les derniers inventaires qui se sont achevés en 2015. Donc comment on fait? La technique de base, il faut savoir que c'est la recherche de crottes. Alors nous, généralement, quand on voit ça, limite on pleure parce que ça devient de plus en plus rare. De plus en plus rare, c'est des gros efforts. On voit Sophia, la collègue, qui est en train de récupérer quelques crottes en vallée d'Ossau.
c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire. On trouve de moins en moins de crottes et clairement, quand on suit le desmin, il faut avoir la foi. Donc voilà, c'est la recherche de crottes. Ces crottes-là, il les dépose sur les pierres émergées au ras de l'eau ou sous les berges. Et voilà, c'est au maximum 2,5 cm, on va dire 5-6 mm de diamètre, et avec une forme et une odeur très caractéristiques. Le protocole, donc je vous l'ai dit, le territoire il est découpé en zones hydrographiques. L'idée, c'est de passer dans chaque zone hydrographique et de réaliser jusqu'à 5 passages. Donc on choisit un tronçon de 200 mètres qu'on juge favorable pour l'espèce et on essaye aussi d'étaler les prospections sur l'année parce qu'il y a une saisonnalité dans la détection du desmin. Au bout des 5 passages, si on ne trouve rien, on considère l'espèce comme absente. Alors moi, j'aime pas trop ça. Moi, je parle plutôt de non-détection ou de non-observation. Et si par contre l'observateur est sûr de lui ou si c'est validé à la génétique, on arrête la prospection et la zone est validée à nouveau pour 10 ans. Donc là, vous avez l'état des lieux de ce qui a été fait au parc depuis 2021. Alors c'est un travail colossal, hein. Là, si on regarde ce qui est fait depuis 2021, c'est 34 zones hydrographiques prospectées par les agents du parc et tout le réseau de partenaires que vous avez là. J'espère que j'en oublié aucun. Et en vert, vous avez les zones où la présence de l'espèce a été reconfirmée. Et en gris, vous avez les zones où, au bout des 5 passages, on n'a pas réussi à retrouver trace de l'espèce. Donc, au final, et tout ce qui est rose et une autre couleur, en fait, c'est des choses qui soit ça n'a pas encore été commencé, soit on est en cours de prospection. Mais voilà, retenez bien le vert et le gris. Aujourd'hui, on a finalisé par exemple la vallée d'Aspe et le Val d'Azur. Vallée d'Aspe que vous avez ici, Val d'Azur ici. À l'échelle du parc, depuis 2021, 34 zones hydrographiques prospectées, on a quand même 30% de non-observation. Alors ça nous pose quand même pas mal de questions. Puisqu'on pense aussi que du coup, on s'est amélioré depuis 2010. Autant en 2010, on se lançait dans les prospections. Aujourd'hui, on a quand même des agents qui ont vu quand même pas mal de crottes, tout ça, et on galère de plus en plus à trouver des crottes. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit l'espèce elle a régressé ou elle a disparu, soit en fait, elle se déplace. Et en fait, il faudrait revenir à une autre période pour la retrouver. Ou soit, en fait, le desmin a changé son comportement. Et nous, ce qu'on observe, au gré des 5 passages qu'on réalise, c'est qu'il y a une forte saisonnalité dans la détection de crottes. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à des périodes dites favorables. C'est le cas de la vallée d'Aspe. En vallée d'Aspe, on y a été en période dite favorable donc dès le mois de juillet. Et durant tout l'été, on ne trouvait rien. Et d'un coup, ça a commencé à marquer partout. Et en 2 jours, on a réussi à valider quasiment la moitié de la vallée. Alors ça, c'est des données qu'on n'avait pas du tout et qui nous posent question. Donc on a une forte saisonnalité dans la détection de crottes et on a aussi quand même l'écosystème qui a connu quelques bouleversements, enfin qui connaît quelques bouleversements ces dernières années. Alors d'un côté, la loutre, ça c'est quelque chose de plutôt favorable puisque c'est une espèce historiquement présente. Depuis les années 2000, elle remonte en altitude. Aujourd'hui, sur le territoire du parc, elle est partout. Et on trouve des quantités de crottes, pas astronomiques, mais c'est quand même très très marqué. Et on a aussi la remontée en altitude du vison d'Amérique, qui lui est une espèce exotique. Et les 2 espèces sont des prédateurs du desmin. Donc est-ce que la technique qu'on utilisait au moment du premier PNA, elle est toujours valable? Et est-ce que le desmin, il n'a pas peut-être tendance à modifier son comportement et à aller déposer les crottes au fond des berges, auquel cas, nous, pauvres opérateurs, en fait, on n'est pas capable de trouver quoi que ce soit? Ça, c'est la vraie question qu'on se pose aujourd'hui. Et tout ça pour dire que du coup, ça a conduit à la mise en place de sites sentinelles. À partir du moment où on a vu cette forte saisonnalité et en repassant des fois sur les mêmes zones hydro, sur les mêmes tronçons, en fait, on se rendait compte que pendant les 3-4 premiers passages, on ne trouvait rien. Au 5e, c'était jackpot. On s'est dit, il faut qu'on suive ça à l'échelle des Pyrénées, qu'on mette en place un réseau de sites sentinelles. Donc, il y en a 2 par département. Et c'est des sites qui sont suivis jusqu'à 5 fois par an. Mais on ne fait pas que suivre le desmin, on suit d'autres paramètres. Des paramètres physiques, la température de l'eau, les faciès d'écoulement, la présence également d'éventuels prédateurs comme la loutre, le vison ou autre. Et l'idée, c'est de croiser la présence la détection de crottes avec ces différents paramètres pour voir qu'est-ce qui influence la détection ou pas des crottes. Ensuite, donc ça c'est les sites sentinelles. Donc là, vous en avez un en vallée d'Aspe sur le territoire du parc, le gave d'Aspe, sa partie amont vers le Sansané. Et là, vous avez le gave d'Ariens, au niveau du plat d'Ast. Ensuite, vu qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver des crottes,
On est parti aussi sur la diversification des méthodes de détection. Donc là, je vais vous en présenter quelques-unes. Bon, il y a l'ADN environnemental qui fera l'objet d'une présentation juste après. Nous, on a testé les tunnels à crotte. Les tunnels à crotte, c'est juste des tapis de carrière qu'on recourbe et qu'on appose dans les cours d'eau, de préférence sur les petits affluents. Alors, ça peut limite faire des fois des zones de passage un peu obligées. Le DESMAN, clairement, il s'habitue à passer là et il s'en sert comme WC. Et donc, c'est des sites où on trouve de plus en plus de crottes à partir du moment où l'individu connaît le tunnel et se l'approprie. Ça a aussi l'avantage de garder les crottes dans un bon état de conservation d'un point de vue génétique. Donc, c'est quelque chose qui marche assez bien, mais qui n'est pas forcément adapté partout, notamment sur les zones où il y a beaucoup de courants, où les tunnels pourraient se faire emporter, par exemple. Ensuite, on a les chaînes de détection. Donc là, vous voyez la fine équipe, donc, qui est testée depuis 1 mois en Vallée d'Ossau. Donc, on travaille avec l'association MIFENEC, qui est basée au Pays Basque. Et depuis 1 mois, ces chiens sont dressés pour rechercher le DESMAN. Donc, dans un premier temps, on a croisé la méthode classique avec un observateur du parc. Et derrière, on a fait passer les chiens. Et dès le premier jour, on s'est rendu compte que le chien, il était limite meilleur. Donc là, on en a pris un sacré coup au moral. Et petit à petit, voilà, donc la MIFENEC a l'intention de créancer les chiens sur la recherche du DESMAN. Et c'est des choses qui ont l'air de marcher et donc qu'il faut qu'on explore pour la suite. Dernier point, le piège photographique. Bon, là, c'est aussi l'idée de vous montrer une image de DESMAN, parce qu'à force, on se demande même si ça existe. Donc là, il existe bien. Le DESMAN, vous l'avez là. Il est donc là, dans un gîte sur le Gave de Bious. Et tout ça, on le sait grâce à la pose de pièges photographiques, mais on ne peut pas se permettre de poser des pièges photographiques sur tous les cours d'eau. Donc c'est plutôt se dire qu'en fonction du type de cours d'eau, il va falloir adapter les méthodes pour la suite. Bon, je voulais vous remonter le moral suite à la matinée où on prédisait la hausse de température et des crues, tout ça. Bon, avec le DESMAN, c'est loupé. Je laisse la parole à Lohan. Merci Jérôme. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Lohan Arguel. Je travaille pour le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie et actuellement, j'effectue une thèse donc, justement sur le DESMAN des Pyrénées au laboratoire du Centre Recherche sur la biodiversité et l'environnement à Toulouse. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu rapidement les objectifs de cette thèse qui font le lien entre les problématiques du DESMAN et les aspects d'hydrologie dans les Pyrénées. Donc, pour revenir au plan national d'action que Jérôme a présenté, il y a des actions de connaissance qui sont référenciées dans ce PNA. Donc, il y en a 5. Donc, la première, c'est un état de l'art sur le DESMAN des Pyrénées. Donc là, ça va consister à faire un travail de bibliographie sur tout ce qui a été fait sur cette espèce. Ensuite, Jérôme, il en a parlé, il y a un travail d'actualisation de la carte de répartition du DESMAN avec les suivis sur les sites sentinelles. Il y a aussi une action sur l'amélioration et la diversification des protocoles d'études. Donc là, typiquement, la présentation qui va suivre fait partie de cette action de connaissance. Il y a une autre action qui est sur l'étude de la dynamique des populations et de la reproduction du DESMAN des Pyrénées. Celle-là, elle n'a pas encore été mise en place, mais ça devrait arriver. Et moi, l'action sur laquelle je travaille du coup maintenant depuis 2 ans, c'est l'étude de la sélection de l'habitat par le DESMAN des Pyrénées et de sa sensibilité aux perturbations de son milieu. Donc c'est là le lien avec tous les aspects hydrologiques. Donc pourquoi on en est arrivé à se poser cette question sur la sélection de l'habitat et la sensibilité de ces derniers aux variations de débit? Comme ça a été évoqué ce matin par Philippe, le DESMAN il vit dans un environnement qui est contraint, qui est dynamique et changeant. Et donc ça passe notamment par des changements de débit qui peuvent être soit une réduction, avec des réductions drastiques qui peuvent être causées par des phénomènes naturels ou anthropiques. En termes de phénomènes naturels, on peut notamment citer les prélèvements d'eau pour l'agriculture, la production d'hydroélectricité. Et en termes de phénomènes naturels, comme on l'a évoqué ce matin, il y a de moins en moins d'accumulation d'eau en hiver. Les périodes sont plus courtes, donc on a moins d'eau qui s'accumule en altitude. Et on a également des sécheresses qui sont plus marquées en été. Donc là, tout ça arrive au fait qu'on est sur des réductions qui peuvent être très conséquentes sur les débits, notamment en fin d'été. A l'inverse, on peut aussi avoir sur ce même environnement des augmentations brutales de débit. Et pareil, des phénomènes naturels peuvent avoir lieu avec des crues dévastatrices. Ça a été le cas il y a quelques semaines dans les Pyrénées. Ou alors des phénomènes qui sont anthropiques avec des augmentations soudaines des débits, notamment quand on est dans le système de fonctionnement par éclusée.
Donc quand on regarde ces modifications d'habitat, à la fois des réductions et des augmentations de débit, on arrive à se poser la question de comment réagit le desman face à ça et quelles sont les influences engendrées sur cette espèce. Et donc c'est de là qu'est né le projet de thèse du coup, qui se déroule sur la période 2022-2025. Donc c'est un projet qui est porté par le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie en collaboration avec le Bureau d'études EcoGEA et le CRBE de Toulouse. Et également, je remercie les partenaires financiers qui permettent la réalisation de ce travail, donc l'Office français pour la biodiversité et l'Adréal Occitanie. Donc, au sein de ce projet, il y a 4 principaux axes de recherche qu'on va essayer d'élucider. Donc, le premier, c'est d'essayer d'améliorer les connaissances sur l'influence des débits et des variations de ces derniers sur le comportement de l'espèce. Donc, comment le desman il va réagir au travers de ces variations de débit. Donc, pour ça, je vous présenterai la méthodologie après. Mais voilà, ici, on a travaillé sur de la capture d'espèces et du suivi par radiopistage, mais je vous passerai les détails après. Le deuxième axe, une fois qu'on aura répondu sur ces aspects comportementaux, ça va être d'évaluer un peu l'utilisation et la sélection de l'habitat de l'espèce et ensuite de définir des préférenda hydrauliques et topographiques. Donc ça, Philippe, on a un peu abordé ce matin le contenu. C'est voilà, on va essayer de déterminer des préférenda pour les espèces, établir des courbes de préférence pour certains paramètres hydrauliques et topographiques et à terme, arriver à essayer de se rapprocher un petit peu des travaux qui ont été faits sur la truite en termes de débit minimum biologique. L'autre axe de recherche, ça va être d'expliquer un peu les raisons qui conduisent l'espèce à sélectionner certains micro-habitats, puisqu'on le voit lors des suivis, le desman il a l'air de sélectionner certains types de micro-habitats. Et là, ça va être un lien avec la ressource trophique disponible. Donc là, on rejoindra un peu les présentations qu'avait fait Philippe sur les macro-invertébrés ce matin. Et le dernier axe, qui est un peu l'objectif final de cette thèse, c'est d'étudier un peu la sensibilité des habitats de l'espèce vis-à-vis des variations de débit. Donc pour réaliser toute cette étude, on a pris plusieurs sites sur la chaîne des Pyrénées. Donc on a un site qui a été suivi dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc vous avez un cours d'eau d'une petite taille ici. Et après, on a 5 cours d'eau. Donc là, il en manque un sur l'Aston. Il y a un affluent de l'Aston qui a été également suivi, qui ont été suivis. Et donc pourquoi on a choisi ces sites d'études? C'est des rivières qui ont des composantes hydrologiques un peu différentes. On va avoir des grands cours d'eau, typiquement le Vic de Sceaux, qui se situe dans un tronçon court-circuité. On a des conditions hydrologiques qui sont très différentes. Certains vont être très stables, d'autres vont connaître des variations. Il y a également eu des suivis qui ont été faits à un moment de crue ou à des moments où le cours d'eau était très stable. Donc on a essayé de couvrir un peu tout le panel de conditions hydrologiques possibles au travers de ces 6 sites. Et donc, sur ces 6 sites, on a pu suivre au total 14 individus de desman des Pyrénées, donc entre 2014 et 2024. On vient de terminer la dernière opération cette année. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur chacun de ces sites? Donc, comme je le disais, on fait du piégeage d'individus, on l'équipe d'un petit émetteur VHF, et derrière, on va faire un suivi par télémétrie de l'espèce. Donc, c'est un suivi qui est en continu et sur plusieurs jours. En moyenne, les desmans ont été suivis 8 jours et demi, et ça va de 2 jours à 19 jours, le maximum qu'on ait pu suivre. Et au cours de ces suivis, on a une localisation spatiale à intervalles de temps réguliers qui est réalisée. Donc toutes les 10 minutes, on pointe la localisation du desman dans le cours d'eau et on note un peu son comportement, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là. En parallèle de ces données biologiques, du coup, on effectue des prélèvements sur des données environnementales. Donc dans un premier temps, on va effectuer une sectorisation du cours d'eau. Donc on va délimiter tous les faciès d'écoulement disponibles pour répondre après aux aspects de sélection de l'habitat de l'espèce. En parallèle, on effectue un suivi des variations de débit, du coup, pour après, à partir des relevés hydrauliques et topographiques qu'on va effectuer, on va réaliser des modélisations hydrauliques, comme on peut le voir ici, des différents tronçons d'études où les desmans auront évolué. Et donc on va pouvoir, à partir de ces variations de débit, des conditions de débit qui auront été suivies pendant la session d'études, reproduire le tronçon de rivière dans lequel le desman a évolué et extraire des données de caractéristiques hydrauliques, donc de la vitesse, des hauteurs d'eau, etc. Donc ça permettra de répondre un peu aux préférenda écologiques de l'espèce. En parallèle, on effectue également des réalisations d'images aériennes de différents tronçons d'études pour pouvoir ici étudier un peu plus les préférenda topographiques de l'espèce. Le troisième axe, comme je le disais, ça a un lien avec la ressource trophique disponible. Donc là, on va effectuer des prélèvements de macro-invertébrés dans différentes zones du domaine vital parcouru par l'individu. On va à la fois échantillonner des taxons dans des zones où le desman
a été chassé, on l'a suivi en télémétrie, et au contraire, il y aura des zones sur le domaine vital où il n'aura pas fréquenté, il n'aura pas utilisé. Donc dans ce cas, on va également aller voir qu'est-ce qu'il y a comme ressources trophiques dans ces habitats-là, et est-ce que c'est ça qui explique que le desmond n'a pas été là-bas. Et en parallèle, on effectue des récoltes de fesses pendant la manip de radiopistage pour essayer de voir un peu quels sont les taxons qui consomment exactement. Et à partir de ce régime alimentaire qui sera identifié via la génétique, de travailler sur les traits bioécologiques des taxons pour avoir un peu plus d'informations sur les micro-habitats. Comme Philippe le montrait ce matin, il y a des traits qui touchent aux préférences de vitesse d'écoulement, au substrat. Donc ça peut aussi renseigner sur l'utilisation de l'habitat de l'espèce. Donc voilà, donc les gros objectifs de cette étude, c'est on part de la question des conditions et des variations de débit et qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur l'espèce, donc notamment sur son comportement. Est-ce que ça va engendrer des changements dans l'utilisation spatio-temporelle de l'habitat? Ensuite, est-ce que ça va entraîner des changements dans la sélection de l'habitat et quels vont être les préférenda hydrauliques et physiques et est-ce que ça va être les mêmes du coup en fonction des différentes conditions hydrologiques? Tout ça, on va essayer de répondre à ça avec le lien de la ressource trophique. Est-ce que voilà, certains taxons présents à des endroits vont conditionner l'habitat de chasse du desman? Et enfin, la dernière partie, ce sera d'essayer d'évaluer un peu cette sensibilité des habitats vis-à-vis des conditions et des variations de débit. Donc voilà, je n'ai pas présenté les résultats aujourd'hui, c'est vraiment pour vous faire un aperçu, mais après on pourra discuter de tout ça si ça vous intéresse après la présentation. Donc je tiens à remercier tous les partenaires qui participent à la réalisation des différentes actions dans le PNA, dont Jérôme a pu évoquer, et le travail de thèse que je mène actuellement. Et merci pour votre attention. Oui, merci pour ta présentation. Oui, alors, oui, merci pour ta présentation. Je voulais te poser une question parce que tu as évoqué les travaux d'Anaïs Charbonnet, dont on avait travaillé avec elle. Et est-ce que ce qu'on avait, parce qu'on a trouvé déjà des relations entre les débits, la turbulence à niveau des tronçons des rivières et la présence du desman dans un contexte de changement climatique. Est-ce que ce que tu fais actuellement, ça confirme ce qu'on avait trouvé? C'est une autre voie exploratoire? C'est quoi ce qui t'apporte en plus? Alors vous, c'est vrai que le travail que vous aviez fait avec Anaïs, c'était un travail à une plus grande échelle sur toute la chaîne des Pyrénées, sur les bassins hydrographiques. Là, la question qu'on essaie de creuser un peu plus, c'est à une échelle plus fine et à l'échelle d'un tronçon de rivière. Donc là, avoir des infos sur les préférenda écologiques, puisque la thèse d'Anaïs n'avait pas permis d'aller aussi précis dans quelle gamme de vitesse il lui faut, quelle gamme de hauteur d'eau, et surtout les aspects avec les débits, réduction des débits, est-ce que ça a une influence sur l'espèce? Donc là, en fait, c'est tout l'intérêt de travailler à une échelle plus fine à partir d'un suivi fin sur le terrain et de croiser avec des modèles qui iront à une échelle très fine, comme je le dis, sur des tronçons de 300-400 mètres de linéaire. J'ai une question. Le CSIC avait fait des simulations sur l'avenir de certaines espèces dans le desman. Et il indiquait, c'est un énorme rapport de 400 pages, que d'ici 2100, le desman il avait une grande chance de disparaître. Comment vous voyez les choses, vous? Oui, là, il y a 2 semaines, je suis allé du côté des Andorrans et avec des Espagnols qui travaillent sur l'espèce depuis 30 ans. Lui, il n'attend même pas les 2100 pour voir l'espèce disparaître. Il a dit que d'ici les 29 prochaines années, l'espèce aurait disparu. Donc oui, en effet, quand on voit ce qui a été évoqué ce matin, les changements climatiques et du coup les modifications de débit derrière que ça va engendrer, je pense qu'il va y avoir une situation qui va s'accentuer de raréfaction de l'espèce. Là, on commence, comme l'a dit Jérôme, à avoir une régression sur les limites d'aire de répartition. Mais là, du coup, c'est pour ça qu'il y a ces sentinelles qui ont été mis en place en zone cœur de la population pour essayer vraiment d'alarmer là-dessus. Mais oui, c'est pas plus merveilleux que ce qui a été présenté ce matin pour le desman. Et du coup, il y a aussi une étude espagnole, alors j'ai perdu les auteurs, mais qui est sortie cette année ou l'an passé, qui prévoyait du coup dans ce contexte de changement climatique, du coup, qui prévoyait que la loutre était favorisée et allait voir son aire de répartition augmenter. Bon, alors nous, c'est déjà le cas, plus haut on ne pourra pas, donc elle est partout. Mais par contre, le desman, lui, au contraire,
voyait son aire de répartition diminuer et on ne parlait pas de 100 ans. Hein. Dans la publi, 30 ans, 50 ans, et il n'y en avait quasi plus, quoi. Donc, alors ça, c'est côté espagnol, la modélisation, mais on a là, exactement la même problématique côté français. Merci pour vos présentations. J'ai une question parce qu'actuellement, c'est à la mode l'introduction des castors. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Parce que vraiment, ça revient... Voilà. Donc, c'est une question ouverte. Hein. Je n'ai pas la réponse. Les castors. Alors, les castors, je ne sais pas s'ils sont réintroduits. En tout cas, les derniers arrivants, c'est au Pays Basque sur la Nive. Et apparemment, ça serait quelque chose de naturel. Bon, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne sais pas. Il n'empêche qu'après, alors pour le desman, là où le castor est aujourd'hui, avant déjà qu'il remonte sur le noyau, là, alors il faut savoir que le desman, dans les années 90, il était au niveau de la nivelle, au niveau de la mer. Donc on a vraiment subi une régression énorme. Et donc là, on se retrouve avec des noyaux, alors qu'ils ont tendance à s'isoler en tête de bassin versant. Donc le castor, moi je ne le vois pas comme une vraie problématique aujourd'hui. Bon, il pourrait peut-être modifier l'habitat par endroit, mais là, l'enjeu du moment, c'est de préserver les noyaux en fond de vallée et essayer de rétablir la connexion avec l'aval, puisqu'en fait, les populations s'isolent et si on veut restaurer la continuité, les descendants ils vont forcément redescendre pour remonter dans la vallée d'à côté. Donc il y a un gros enjeu à restaurer la continuité de ce point de vue-là. Ouais. Une question qui va peut-être paraître un petit peu étrange, mais si le problème est la sauvegarde de l'espèce en tant que telle, est-ce que c'est introductible vers des milieux qui seraient à plus long terme protégés de ce qu'on observe ici chez nous? Alors la difficulté, c'est qu'on est censé déjà être dans des milieux protégés dans le cœur de parc. Et malgré ça, on a des zones comme en Gavarnie où ça fait plus de 20 ans au-dessus du village qu'on n'a pas vu un desman ou une crotte. Donc il y a de vraies questions qui se posent. Pareil pour le Riomajou. Après, il y a l'idée donc c'était quoi l'idée de transférer des individus? L'idée de le réintroduire dans un endroit plus hospitalier. Alors il y a des tests aussi qui ont été faits en captivité, mais les desmans ils s'entretuent. Donc bon, bref, il y a incompatibilité en milieu captif. Et alors mieux que ici, en termes d'habitat, je ne sais pas où on va aller, quoi. Ça va être compliqué. Ouais. Du coup, pour rebondir sur votre question, en Espagne, ils ont déjà effectué des translocations, notamment sur des populations qui étaient vouées à l'échec, pour effectuer un brassage génétique. Donc là, on en est un peu à ce stade-là côté espagnol. En France, ça n'a pas été encore effectué. Mais voilà, pour l'instant, la solution qui repose là sur cette sauvegarde de l'espèce côté espagnol, c'est la translocation sur les populations qui sont vouées à l'échec. Juste pour illustrer la difficulté, 2 stagiaires recrutés l'an passé par la CCPVG et par le parc, en binôme, donc des prospections dès qu'elles pouvaient, dès que les conditions étaient jugées favorables pendant 2 mois, 0 crotte validée, trouvée. Tout est parti à la génétique, en Val d'Azun. Donc, et en fin de saison, on a pu valider quelques tronçons. Donc il y a la problématique de la saisonnalité, de la détection. Et peut-être une régression encore plus importante qu'on imagine. Mais aujourd'hui, moi, j'ai du mal à faire la part entre la régression et la non-détection, quoi. Voilà. Oui, voilà. Oui, Jérôme, pardon, ouais. sauf à ce que j'ai mal vu, sur la carte de répartition que tu as projetée, ça laissait voir que le desman avait finalement disparu de la partie ouest des Pyrénées et avait moins régressé sur la partie est en direction de la Méditerranée. Est-ce qu'on l'explique? Ça a l'air d'être, en tout cas, d'avoir des attestations de présence plus importantes sur la partie est et même sur l'Aude, des territoires qui ne sont pas forcément comme ça à privilégier pour un animal qui cherche les eaux courantes et froides, quoi. Ouais. Alors du coup, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 lignées génétiques qui ont l'air d'être caractérisées. Enfin, il y a, on va dire, 3... sous-pop d'un point de vue génétique, avec une pop occidentale, une pop au niveau des Pyrénées centrales et une à l'est. C'est vrai que celle à l'ouest, elle montre des signes de raréfaction plus rapides. Et exemple, au Pays-Bas, sur les secteurs de la Nive, ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas trouvé une crotte de desman. Mais on bascule de l'autre côté, côté Irati, on bascule donc sur le saison. Sur le saison, ils ne trouvent plus de crotte de desman pendant 2 ans. Et vu qu'ils étaient financés par un programme, ils mettent en place une opération de capture et ils en capturent 2.
Donc c'est des descentes que l'on a pu suivre. Donc il y a quand même une vraie question qui se pose. Après, est-ce qu'il y a une problématique aussi en lien avec le climat océanique? C'est probable. Après, sur les causes exactes, je sèche un peu, quoi. Pour avoir échangé avec Alain Bertrand, du coup, que tu as évoqué, Ouais. qui a été le précurseur et qui a travaillé des années 90 jusqu'à 2010 sur l'espèce, quand je lui évoquais le déclin au côté Pays Basque, lui, ce qui le frappait surtout, c'était les pratiques agricoles, donc avec la monoculture de maïs, qui était très dominante là-bas. Et lui, il faisait un peu le lien avec ce changement de pratique et le déclin de l'espèce. Donc c'était un peu ce qu'il évoquait. Après, c'est un trompe-l'œil parce que sur l'aire de répartition Est, là j'étais avec les, Oui, oui. les partenaires la semaine dernière, ils ont la même problématique qu'à l'Ouest, où ils ont eu détecté dans les années 2000 les camps d'Edesma, et là ils détectent quasi plus rien, quoi. Donc, Dans les zones des Pyrénées-Orientales, voilà, à très basse altitude, moyenne altitude, c'est pareil. Là, actuellement, ils ne trouvent plus. Il faut vraiment monter en altitude pour en trouver. Donc c'est un peu le même cas de figure que dans les Pyrénées-Atlantiques sur les basses et moyennes altitudes.